merci d'avoir fait l'effort de braver encore une fois les grèves et d'être resté. J'espère que vous avez trouvé de quoi vous restaurer à midi. On a vraiment l'extrême plaisir d'accueillir Nicolas Devaux. Je pense que tout le monde te connaît. Mais bon, sinon, Nicolas, c'est celui qui commet Atleticus. Je pense que c'est une série que vous connaissez sur Arte. J'espère que vous l'avez regardée. Sinon, il faut absolument vous brancher sur YouTube ou autre réseau pour voir à quoi ça ressemble. L'affiche des Journées du RECA a été inspirée d'un des personnages du coup qu'a créé Nicolas. Et c'est la première fois qu'on tente une masterclass, enfin qu'on a appelé masterclass, donc ce format avec un réalisateur qui vient nous parler de sa vie, son œuvre, son parcours. Et on va faire un peu comme ce matin, du coup, faire une heure de présentation du parcours de Nicolas. Et il va vous montrer plein de choses, je crois, en plus, c'est cool. On va voir des belles images, animées ou pas. Oui, c'est animé. Hein. Et ensuite, vous aurez une heure, pareil, pour poser des questions, alors qui seront moins ciblées, puisque là, il n'y a plus de thème. Hein. Je pense que tout ce qui peut vous passer par la tête, Nicolas, s'il peut, il répondra. Alors, soyez pas trop indiscret non plus. Hein. Il y a un moment, il faut savoir se limiter. Mais voilà. Donc, si c'est OK pour tout le monde, on va commencer. Nicolas, si tu veux nous raconter un peu d'où tu viens, ce que tu as fait avant d'être... connu. Déjà, bonjour à tous. Déjà, je suis très content de voir qu'il y a autant de monde, c'est super. Moi, je vais donc parler un peu d'un itinéraire de réalisateur, d'auteur-réalisateur que je suis. Après, il faut imaginer que chacun a son parcours, surtout dans ces milieux, et encore plus dans les milieux d'auteur-réalisateur, parce que chacun a son histoire, et que moi, je vais présenter un peu la mienne. Et après, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est que si ça vous fait réagir, il ne faut pas hésiter à poser des questions, évidemment, il n'y a pas de questions bêtes. Et voilà, je vais commencer un petit peu, en fait, je vais vous montrer beaucoup de films qui ont jalonné un peu mon... Pardon, je commence déjà à t'interrompre. Je ne suis pas Dimitri Granovski, hein. je tiens à le préciser. Je suis toujours Christine Mazereau du RECA. Dimitri s'excuse, il est malade. Voilà, donc il est avantageusement remplacé. Bon... Alors du coup, moi, je vous ai ramené pas mal de films d'extraits. Donc moi, j'ai un travail qui est très animalier. Au départ, si je pars un peu loin, c'est que moi, j'ai une passion pour l'animal qui vient de l'enfance et qui s'est retrouvée naturellement dans mes études. C'est-à-dire que je ne comptais pas forcément aller vers ça. Même, je ne savais pas quel métier je voulais faire. Donc avant de dire à mes parents que non, je ne voulais pas faire ingénieur, parce que j'étais dans une école d'ingénieur et que je voulais faire du dessin, j'avais déjà cette passion pour le dessin et en fait pour l'univers animalier. Et tout s'est regroupé un peu dans mon travail assez naturellement. Donc au moment où j'étais en école d'ingénieur, je me suis rendu compte que les maths, tout ça, c'était pas mon truc. Et du coup, j'ai été voir mes parents et je leur ai dit, voilà, je veux faire, vous avez peut-être fait ça aussi. Je veux faire du dessin, je veux aller dans ce milieu-là. Et donc du coup, j'ai passé beaucoup de concours, un à l'IM d'ailleurs aussi, pour le petit souvenir, parce que c'était en 97, je pense. Voilà, donc ils n'ont pas voulu de toi. Ils n'étaient pas nés encore, si. C'est toi qui n'as pas voulu d'eux. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai passé pas mal de concours, et moi j'ai fait le concours aussi de Supinfocom, et c'est une école qui avait déjà un certain âge, et qui était déjà assez réputée dans l'image de synthèse. Moi, je n'étais pas forcément attiré par l'image de synthèse au départ et l'ordinateur, c'était pas ça, c'était le dessin que je voulais faire. Mais elle s'était réputée d'être une bonne école et puis ça rassurait ma mère, voilà. Donc je suis rentré dans cette école-là. J'avais un look d'ingénieur que j'ai peut-être un peu gardé. Et donc j'ai découvert ce qu'était l'animation à ce moment-là. On se retrouvait tous à Valenciennes, donc il y avait un esprit de corps important, parce qu'il n'y a rien à faire à Valenciennes. Sinon ça a peut-être changé. J'espère qu'il n'y a pas de Valenciennois ici. Voilà, et on finit avec un film de fin d'études. Et ce film de fin d'études a été important pour moi parce qu'il a été très compliqué et qu'il n'est pas très réussi. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi ça peut aussi faire quelque chose de moins réussi, condamne pas une carrière non plus. Et voilà, je vais vous montrer quelques images. Alors j'ai sélectionné pour vous montrer les moins moches en fait. Non, je suis un peu dur. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai fait ce film, on était 4 pour le faire.
puis 2 parce qu'il y en a 2 qui se sont fait virer, et puis le copain avec qui je l'ai fait est entré en dépression la dernière année. On est toujours amis, mais c'était une année compliquée. Et donc j'ai dû beaucoup travailler seul, ce qui a été très formateur parce que du coup j'ai dû me cogner des vraies questions techniques aussi pour faire ce film. Et après avoir fait ce film, j'ai fait le tour des écoles. C'est une année un peu compliquée au niveau de l'embauche. Donc en ce moment, vous avez de la chance, il y a beaucoup de choses qui se passent en France, beaucoup d'offres. À l'époque, c'était plus complexe. Moi, j'ai pas pu continuer chez Buff Company parce qu'à l'époque, j'avais fait mon stage là-bas et que on m'avait dit, bon, Arthur va commencer. Vous n'avez même pas besoin de passer par le bureau, vous êtes embauché. Et en fait, ça s'est décalé dans le temps. Et du coup, j'ai fait le tour des boîtes. Et je suis passé par chez Cube, qui était une toute nouvelle boîte qui est née des cendres d'Ex Machina, qui était une grosse boîte d'images de synthèse dans les années 90, assez réputée. Et quand j'ai fait ce rendez-vous, en fait, le film, c'est un de mes pires rendez-vous que j'ai passé. Il a vraiment détesté mon film de fin d'études. Mais je vous expliquerai après ce qui s'est passé par la suite, parce que je suis toujours avec eux. Voilà. Mais je pense déjà, enfin toi tu n'étais pas là ce matin, mais comme on a eu une table ronde sur comment se créer un réseau dès l'école et comment bien se présenter, etc., il y avait des questions dans la salle qui justement étaient mais si je montre un truc pas beau, raté, comment ça va être perçu? Donc je pense que là, sans le savoir, tu vas peut-être répondre à des questions qui se posaient ce matin. Voilà. Alors je vous montre un peu des extraits qui sont les endroits que j'assume le plus, parce que j'ai pas osé. Mais donc il y avait des choses dedans qui m'intéressaient. C'était une sorte de conte écologique à l'envers un peu. Voilà. Alors voilà, c'est quelques images. Et mine de rien, quand je revois ça, moi maintenant, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qu'en fait, qui est une sorte de continuité de ce qu'on voit là. C'est-à-dire que je travaillais l'animal réaliste sur un fond graphique. Et ce truc-là, moi, je me suis rendu compte que je l'ai conservé pas mal. Et quand j'ai fait ce film, en gros, j'ai été revoir, j'ai reçu mon diplôme un an après. Et du coup, c'est l'occasion de revoir aussi les professionnels et aussi les professionnels qu'on a vus dans l'année, parce que justement, j'avais fait ce tour. Voilà, ce tour, j'avais vu Pierre Coffin. C'est mon deuxième rendez-vous le plus raté. J'avais été à MacGuff. J'ai été reçu par Pierre Coffin. Et quand il a vu le film, je crois qu'il n'a pas su quoi dire. Enfin, il était un peu. Voilà. Et quand j'ai revu Lionel Fage de Cube, il venait en fait de produire 2 courts-métrages. Un d'un copain de promo qui s'appelle Romain Segaud et qui a fait un film qui s'appelle Team Tom, qui était un film très réussi. Si vous voulez le voir, je trouve qu'il marche toujours aussi bien. Et il y avait un autre réalisateur qui s'appelle Louis Clichy, qui depuis a fait les 2 derniers Astérix en images de synthèse avec Astier. Et lui, il finissait un film qui s'appelle À quoi ça sert l'amour. Vous pouvez aussi regarder, c'est un très beau film d'animation sur une musique d'Edith Piaf. Voilà. Et moi, j'arrive à ce moment-là. Lionel me dit, bon, on n'a pas du tout aimé ton film, par contre, il y a peut-être quelque chose, c'est les animaux en images de synthèse. Est-ce que tu peux nous faire, on n'a pas de quoi te payer, est-ce que on te prête les machines? Parce que en fait, la Cube existait depuis moins d'1 an, donc il faut imaginer que c'était quand même un effort financier déjà de financer 2 cours d'avant. Et ils m'ont dit, bon voilà, fais une marche d'un animal, et puis j'essaierai de voir si je peux te vendre en pub avec ça. Et moi j'ai beaucoup réfléchi parce qu'à l'époque je me disais mais lui il a rien à perdre, moi si c'est pas bien c'est juste du temps que j'ai passé. Et puis finalement je voulais dire ce qui m'intéressait c'était pas faire une démo technique sur un animal réaliste. Et du coup je suis arrivé avec un projet de court-métrage. Le projet c'était très simple. C'est un éléphant qui rentre dans un gymnase et qui fait du trampoline. Alors ça lui a plu tout de suite, voilà.
Et du coup, j'ai commencé le court-métrage. Alors juste pour dire comment un film de fin d'études, qui était un peu ambitieux, parce que c'était un conte, qui était une sorte de conte écologique assez compliqué, avec une décharge, avec des grenouilles qui collaient, bon, bref, c'était un truc complexe. Et du coup, là, j'étais tout seul, et je me suis dit, je vais faire quelque chose de très simple, un personnage et un lieu, et je vais construire un film. Et ça, c'est vrai que quelquefois, la sobriété, surtout quand on travaille en petite équipe, c'est important, parce qu'on a souvent plein d'ambitions, ce qui est très bien, hein, tester des choses en tant qu'étudiant, c'est important. Mais voilà, aussi, quelquefois, la clarté, et puis rester à quelque chose de très simple, permet aussi de finaliser son film un peu moins dans la douleur. Voilà, mais si vous avez des films compliqués, n'hésitez pas à les faire aussi. Et donc, en fait, j'ai pris une machine, donc ça m'a permis d'avoir un pied dans la porte de Cube aussi. J'ai pris une machine et j'ai commencé à travailler tout seul dans la boîte pour faire cet éléphant, une première marche d'éléphant. Donc finalement, c'est assez proche de ce que me demandait Lionel au départ. Et cette marche d'éléphant, je vais vous la montrer. Alors je l'ai rendue, j'ai lighté. Alors malheureusement, je n'ai pas retrouvé la version originale, qui était moins bien lightée que ça. Alors en fait, quand j'ai fait ce court-métrage, l'idée c'était de faire un cours, mais c'était aussi de montrer une capacité technique à faire des choses, parce que à ce moment-là, je cherchais un emploi. Et c'est vrai qu'il fallait que je me prouve aussi, on prouvait aux entreprises que je pouvais leur apporter quelque chose. Et il se trouve que Cube faisait aussi pas mal de films pour des parcs, dont des parcs scientifiques, et donc souvent il y avait de l'animal. Il y a la question de l'animal à faire. Et d'ailleurs, un des premiers films sur lequel j'ai travaillé en tant que graphiste, on m'a chargé de modéliser et de gérer une équipe de modeleurs et de textures sur des animaux des abysses. Voilà. Donc ce court-métrage m'a aussi permis de faire ma bande démo technique, on va dire. Donc là, c'est la marche. Et donc pour ce court-métrage, donc j'ai fait cette marche-là. Non, je vais enchaîner autrement. J'ai fait cette marche-là, et effectivement, Lionel l'a montré parce qu'il faisait le tour des boîtes de pub. Et donc j'ai pu faire mes premières pubs à ce moment-là. Donc j'en ai sélectionné une. Mais du coup, juste pardon, pour bien comprendre, Lionel avait dans l'idée que des animaux réalistes, ça pourrait éventuellement intéresser des boîtes de pub, ou il avait déjà en tête des commandes peut-être ou... Non, il avait l'intuition que l'animal réaliste pouvait avoir sa place, ou pouvait avoir une sorte de marché par rapport à ça, je pense. D'accord. Mais donc ça veut dire qu'une boîte de prod peut très bien suggérer ou donner des idées à des publicitaires ou des gens comme ça. Oui, alors, je savais pas que ça pouvait se faire dans ce sens. Je ne sais pas si ça marche encore comme ça, parce que c'est moins le cas, mais à l'époque, on pouvait très bien... c'est son métier d'aller d'une boîte de pub à une autre, d'une agence à une autre, et d'arriver avec une bande démo, un book, montrer des choses, être force de proposition. Et quelquefois, ça résonnait dans les créas d'agences qui allaient après proposer des films, pas sur mesure, mais en tout cas, ça leur donnait comme nous, on travaille en mood board quand on fait un film. Eux, quelquefois, ils regardent des choses qui les ont intéressés. Ils peuvent les montrer déjà à leurs clients en disant, voilà, ça va ressembler un peu à ça, mais avec ce concept-là qu'on a produit dans l'agence. Et donc, du coup, après, quand ils vont chercher des réalisateurs, c'est pas toujours le cas, mais ils peuvent revenir. Puis si on est la référence, ils peuvent revenir facilement. Voilà. En tous les cas, pardon, je rebondis aussi sur ce qui se disait ce matin, sur les bandes démos, etc. Enfin là, c'est la preuve effectivement que un producteur, en voyant un film de fin d'études, a extrait ce qui pouvait l'intéresser, et voilà, l'histoire commence comme ça. Hein. Donc voilà, on en parlait ce matin, c'est vrai que ça fait un lien là. Oui, alors je vais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure, juste après, une bande démo qui date de 2011, donc un peu vieille, mais ça me permet de montrer assez facilement tout ce que j'ai fait dans un laps de temps. Et puis aussi, ça vous montre aussi comment on peut se vendre. C'est vrai qu'on a de la chance de faire des images. Alors ici, vous ne faites peut-être pas tous des images, je ne sais pas, vous avez des spécialités différentes. Mais comme on travaille un peu ces métiers-là, on a cette chance-là. C'est les images qui parlent à notre place. Donc du coup, nous, quand on reçoit des bandes démo, on voit très bien les profils d'animateurs, les profils. Ça saute aux yeux quelquefois la qualité de certaines bandes démo. Alors, je vous montre l'extrait.
On trouve le renard arctique sur les terres polaires du Grand Nord. Son pelage blanc et fourni forme une excellente isolation. Il se nourrit à tes souhaits. Alors je vous l'ai pas mis en entier pour pas faire une pub pour des produits. Voilà, c'était pour Kinder. Et donc voilà, l'exercice c'était de faire un rhinocéros réaliste et de faire toutes ces recherches documentaires pour pouvoir intégrer les deux. Voilà. Et après, je vais vous montrer justement le court-métrage. Du coup, pardon, je vais encore t'interrompre. Là, quand tu es dans cette démarche-là, dans ta tête, tu te dis quoi en fait? J'essaye d'intégrer cette boîte ou j'essaye de devenir connu, entre guillemets, sur un axe précis de développement ou c'est genre je prends de l'expérience et de toute façon elle me servira bien à un moment? Oui, c'est vraiment ça. C'est que moi, de toute façon, j'avais besoin. J'étais en train de faire mon court-métrage à ce moment-là. À un moment où j'étais pas payé, donc je travaillais en tant que graphiste aussi sur d'autres projets, c'était assez compliqué. Et quand tu arrives à un projet où je peux me défendre, je peux défendre, essayer de me vendre sur une pub, évidemment, là il faut prendre la chose et après essayer de le tourner à ce qu'on sait faire, en fait, tout ça, hein, tout simplement. Et là, en fait, c'était déjà assez écrit au niveau de l'agence. Et après, du coup, c'est aussi le début du travail en équipe. Donc avec un directeur de prod avec qui je vais travailler pour faire les recherches. À l'époque où il y a Internet, ça ne fonctionnait pas de la même façon, on allait dans des centres, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin des centres où il y avait toutes les banques de documentaires et on se matait plein de films. Voilà, et après j'ai travaillé aussi avec des graphistes, ce qui au départ n'était pas mon cas, sur mes propres projets, puisque du coup c'est moi qui faisais à l'époque. Voilà. Donc je vais enchaîner avec le film. Alors le film s'appelle 7 tonnes 2. Il y a un film qui s'appelle 7 tonnes 3 parce qu'après je l'ai passé en relief. Mais j'ai préféré vous montrer le 7 tonnes 2 qui du coup était en pâle à l'époque. Voilà. Donc c'est pas une super... Je ne sais même pas si ça parle aux gens. Alors en pâle, vous verrez, c'est pas de la HD, c'est-à-dire que c'est un format 4/3, c'est pas le même format. C'est la préhistoire de oui, la l'audiovisuel. préhistoire. Et d'ailleurs, les images que vous avez vues du court-métrage de fin d'études, moi, j'avais aucun support numérique. Je l'avais perdu, on avait juste une bêta. Enfin bon, c'est des choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, vous voyez là sur ce film, du coup, on l'a fait à très peu parce que donc moi, du coup, je me suis occupé de toutes les caméras. Alors, je parle de caméras parce que en le revoyant, je me suis dit aussi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à cadrer, à vraiment comprendre le cadrage, parce que comme j'avais qu'une seule scène et qu'un seul endroit à regarder, ça m'a obligé à penser les caméras beaucoup plus qu'avant. Donc ça, c'était intéressant. Et du coup, moi, j'ai tout fait jusqu'à l'animation. J'ai un copain qui est venu pour faire le rendu, qui s'appelle Patrick Jean. D'ailleurs, il a fait un film qui s'appelle Pixel, qui est devenu un long métrage. Donc, il y a toute une histoire aussi par rapport à ça. Et puis, chez Cube, ils m'ont proposé un musicien. Donc, à trois, en fait, on a fait le film. Voilà un peu. Et ce film-là, en fait, il a été sélectionné à Annecy. Et après, je ne sais pas comment quelqu'un l'a récupéré, un Danois, et l'a mis sur Internet. Et c'est vrai qu'il a beaucoup tourné. Donc maintenant, on le retrouve dans des gifs, dans plein de choses. Et du coup, ça m'a permis voilà, d'avoir un petit format comme ça qui pouvait se montrer assez facilement. Et du coup, aussi intéressé au niveau de potentiels clients, diffuseurs. Voilà. D'accord, mais alors du coup, là chez Cube,
Tu as commencé à faire quelques expériences qui ont servi à démarcher des boîtes de pub, puis tu as fait ce court-métrage. C'est dans cet ordre-là? En fait, non, le court-métrage, je l'ai commencé dès le début, et j'ai travaillé en tant que graphiste. Et puis après, justement, j'ai eu du mal à terminer le court-métrage. Donc d'ailleurs, ils m'ont un peu rémunéré sur la fin, rendons justice. Et donc j'ai réussi à le finir quand même pas trop tard. Donc, et c'est après surtout que j'ai pu faire beaucoup plus de réalisations. Et c'est là justement que je voulais montrer la bande démo. Ça fait un magnifique enchaînement. Donc c'est une bande démo que j'ai faite avant le court-métrage que j'ai fait après. Donc ça permet de voir aussi comment... Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'étouffes? Avant le court-métrage que tu as fait après. Ah oui, c'est pas clair. Bon, c'est pas grave, je reviendrai dessus après. Donc, du coup, là-dedans, vous avez vu un peu, il y a beaucoup de choses et ça permet de voir un peu d'un œil rapide aussi quel type de production. Donc, tout ça, c'est des réalisations. Et donc, dedans, il y a du documentaire. On voit un paresseux géant. Donc, on m'a demandé de réaliser des reconstitutions un peu préhistoriques. Il y a de la pub, il y a des films pour des parcs, plus ou moins graphiques. Et donc, du coup, j'ai expérimenté aussi beaucoup de choses dans cette période-là. D'accord. Alors, je ne sais pas si la personne qui était là ce matin et qui demandait ce que c'était qu'une bande démo, voilà, mais là c'est celle de Nicolas Deveau et après quand même quelques années de sortie d'école. Du coup là, 2011, moi je suis sorti en 2002. Oui. Donc vous arriverez peut-être pas à ce niveau tout de suite en sortant de l'école. Je sais pas. Peut-être, si. Voilà, mais en tout cas la bande démo, oui, quelquefois il y a des choses qui se répètent. Il ne faut pas hésiter. Et puis dedans, il faut montrer les choses pour lesquelles évidemment on est capable de se défendre. Il ne faut pas qu'au moment où on monte sa bande démo, on grince des dents au moment de montrer quelque chose, évidemment. Donc ça peut être très court, là c'est plus long. Mais bon, c'est un exercice qui peut être assez marrant aussi à faire. Voilà. Et toi, là par exemple, cette bande démo, elle te servait à quoi? En fait, concrètement, elle m'a été demandée par Cube. Pour aller démarcher des agences de pub ou d'autres. Donc, ce qui veut juste dire aussi que tout au long de votre vie, vous ferez des bandes démo, quoi. Moi, j'en fais plus, mais depuis. Non, mais c'est sûr que quand on cherche du travail, de boîte en boîte, une bande démo, c'est toujours efficace. Voilà. Donc après, je sais pas, on continue chronologiquement. Ouais, moi je suis un peu dans la chronologie. Oui, ce que je voulais juste expliquer vite fait, c'est que Cube, parce que j'ai pas présenté Cube. Cube, c'est une boîte qui fait production et post-production. Et c'est pas le cas de toutes les boîtes. C'est-à-dire que là, je suis présenté en tant que réalisateur, mais il y a le studio associé, ce qui est très important parce que comme je suis graphiste aussi, je pouvais faire les deux. Et puis surtout, on est très proche des gens avec qui on travaille. Voilà.
Et c'est ce qui a permis de faire ces films, en fait. C'est la philosophie de faire des courts-métrages. Maintenant, c'est un peu épuisé, je trouve, parce que maintenant, on est pris par les prods et qu'on fait de la série, pas mal de choses. Mais il y avait un peu cette logique-là qui nous a permis, en fait, de nous développer, nous. Alors maintenant, je vais vous montrer... Donc, j'ai fait un autre court-métrage, parce que là bon, ce que vous avez vu avec l'éléphant, c'est vraiment quelque chose que j'ai écrit moi. Dans ce que vous avez vu dans la bande démo, il y a des choses, quelquefois, c'est les agences qui ont écrit un concept, et puis moi, je leur travaille. Bon, il y a aussi on a quand même beaucoup de liberté, surtout pour des documentaires ou des films pour des parcs. Mais j'avais envie de refaire un court-métrage. Il y a eu une opportunité pour gagner une bourse à l'écriture pour un film relief. Donc c'était Orange à l'époque, qui avait une télé-relief et du coup qui voulait créer du contenu. Et j'ai gagné le concours à l'écriture avec un projet de girafe plongeuse. Et là, en fait, ça a changé la donne chez Cube, et pour moi aussi, c'est de me rendre compte que je pouvais trouver de l'argent pour faire un court-métrage. Donc j'ai gagné cette première bourse qui était de 50 000 euros, et quand même. Et puis après, en fait, souvent, quand il y a quelqu'un qui nous fait confiance comme ça, on arrive ça intéresse aussi les autres. Donc moi, j'ai été faire les guichets CNC, la mairie de Paris. Il y a plusieurs guichets où on peut proposer son film. Et j'ai réussi à créer un vrai budget pour le film. Donc j'ai surtout, à l'époque, j'étais intermittent. J'avoue en gros, je me suis pas trop payé sur le film. C'était plutôt pour payer les graphistes derrière. Mais du coup, maintenant, ce film-là, il n'a pas été fait tout seul avec un lighter. J'ai pu monter une équipe. Quelqu'un qui m'a fait un setup musculaire, par exemple, que j'étais incapable de faire, ou des gens qui ont fait des FX. Enfin, voilà. Donc Et juste là, ça veut dire que c'est le réalisateur qui va chercher l'argent et pas le producteur. En fait, c'est avec le producteur. Déjà, c'est le producteur qui m'a dit, alors que j'étais en pleine prod sur un film sous l'eau, là, vous avez vu un peu des images. Donc j'étais jusqu'au cou, même plus, sous l'eau. Et il m'a dit, non mais là, demain, c'est la fin d'une bourse, là, il faut vraiment que tu concours. Et moi, j'avais déjà dans la tête un peu écrit ce projet de girafe plongeuse. Et en fait, je l'ai tapé en une nuit et j'ai envoyé ça. Et j'ai vite fait une affiche très simple. C'était un coup de girafe avec des caustiques dessus de piscine. Et j'ai gagné comme ça le projet. Donc c'est quand même une démarche de producteur qui m'a un peu poussé dans mes retranchements pour que je puisse faire le projet. Et après, oui, c'est avec le producteur qu'on fait le dossier. Donc moi, j'écris beaucoup. Je fais un pré-dossier très vite. Enfin, très vite. Je le fais de mon côté. Et après, c'est avec le producteur qu'on cherche à qui on peut l'envoyer. Donc voilà, j'ai quelques relais. Là, j'avais la chance aussi qu'il y ait un stagiaire qui était venu pour m'aider pour faire le dossier. Donc on a voilà un stage sympa. On en parlait aussi ce matin. Donc oui, c'était intéressant. Benoît Berthe, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, parce qu'il circule beaucoup d'école en école. Et voilà. Alors je vais vous montrer le film. Alors, il faut imaginer qu'il est en relief. Je ne peux pas vous montrer en relief cette fois-ci.
Ça m'étonnait aussi que tu les laisses accrocher là-haut. Je sais pas, il y a beaucoup de réactions dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions déjà ou on continue et on pose des questions après? Une question là. De 2012. Voilà. Et voilà, c'est un film qui a aussi beaucoup tourné. Hein. Il a eu le Grand Prix au SIGGRAPH en Asie, le Grand Prix Hiroshima. Il a bien tourné. Et il m'a permis aussi de me lancer vers d'autres types de films. Ça aussi, c'est très important. C'est un peu mon message que je voulais dire, c'est que tout ce que vous faites de personnel aussi et surtout après, parce qu'il y a évidemment dans vos études, mais après, si vous continuez à créer des choses, eh ben, on vous appellera pour ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est un peu mon message. Alors moi, j'ai la chance d'être dans quelque chose qui est aussi assez professionnalisant. C'est-à-dire que les animaux en images de synthèse, il y a un besoin. Donc du coup, ça m'apporte des projets naturellement. Et si c'est pour faire de la pub, pourquoi pas. Si c'est pour venir me chercher en tant qu'auteur, dans ce côté un peu surréaliste des choses, tant mieux. Mais en tout cas, ce film, par exemple, m'a permis très vite, donc là c'est aussi le travail du producteur, c'est qu'avec les 2 films, Lionel est retourné voir des gens, dont France 3, en se disant, leurs habillages, ils voyaient bien que je fasse un travail un peu équivalent pour des habillages télé. Et du coup, il les a rencontrés, et ils ont flashé sur les 2 films, et ils m'ont demandé de m'occuper de la campagne été-hiver pendant 2 ans. Et ils voulaient, en gros, j'avais presque quartier libre. Ils m'ont dit on veut la même chose, sauf qu'il faut que ça soit en extérieur, parce que c'est pour l'été, et que ça parle de différentes régions françaises. Et on voudrait une girafe plongeuse et un éléphant qui fait du trampoline. Alors je vous ai montré, je vous ai amené d'abord les 2 avec l'éléphant trampoline et la girafe plongeuse. Alors vous allez voir justement la notion de réhute, parce que moi je fais beaucoup de réhute, c'est-à-dire que les animaux, une fois qu'ils sont faits, on peut les réutiliser. La girafe du film que vous venez de voir, elle se retrouve dans Athleticus aujourd'hui. Elle a une carrière d'actrice. Voilà. Alors je vais vous montrer comment cette actrice et ces acteurs peuvent jouer dans d'autres choses. Et même là, il y a même de la réhute d'animation, puisque j'ai réutilisé l'éléphant trampoline. Vous allez voir. Bel été sur France 3. Bel été sur France 3. Alors, vous voyez là justement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis les mêmes animations pour l'éléphant et la girafe. Alors, je devais trouver un autre système pour la faire plonger, parce que moi, je voulais pas qu'elle saute avec ses pattes. Pour moi, elle a des pattes trop fines pour être crédible. Ça marchait pas, et c'est pour ça que j'ai inventé cette girafe à l'envers pour le film, pour faire un côté trapèze. Et je me suis dit, mais comment je vais faire en extérieur pour la faire plonger? Et donc du coup j'ai utilisé comme ça le coup à nouveau, mais pour créer ce mouvement. Et voilà, pour la petite histoire, c'est sympa dans les métiers de réalisation, c'est que quand j'étais petit, j'allais au club Mickey sur la plage, et ce club Mickey où je faisais du trampoline, et il n'existe plus. Et donc j'ai été dans le même lieu de mon enfance, j'ai pris des photos et j'ai réintégré mon éléphant trampoline, j'ai recréé un club Mickey, voilà. Ça c'est pour la petite larme, voilà. Séquence nostalgie. Voilà, séquence nostalgie. J'ai une photo de moi avec un t-shirt où il y a un éléphant. Bon, je sais pas. Tu aurais dû le mettre ton t-shirt. Mais c'est vrai. Et du coup, pour France 3, là, il y avait d'autres animaux. Ouais, alors il y a eu quoi? Alors il y avait d'autres animaux sur la première, donc j'ai essayé de trouver des principes un peu équivalents. Et donc là, je vais vous en montrer 2. Alors dans celui-là, en fait, il y avait une tortue, vous allez voir, qu'on retrouve dans Athleticus. Et j'avais fait, je crois que c'est dans la 2e saison, je vais vous montrer après. Donc là oui, j'avais créé qu'un seul personnage, je crois. Merci. Bel été sur France 3. Bel été sur France 3.
Ah ouais. Donc voilà l'éléphant qu'on retrouve. En fait, finalement, le trampoline n'était qu'un entraînement pour faire du vol relatif. Voilà. La suite que je vous montre, c'est aussi pour les histoires. Là, c'était. J'ai fait l'habillage pour les Oscars. Donc c'est pour les films en compétition. On m'a demandé de faire un habillage. Et du coup, j'ai proposé que ma girafe et l'autruche que j'avais créée soient comme deux mannequins lumière. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un mannequin lumière. Enfin, qui sait ce qu'est un mannequin lumière? Ah, il y a quelqu'un qui sait. C'est un jeune. Voilà. Donc en fait, c'est comme nous en 3D, nos boules qu'on met là pour voir comment ça prend la lumière avant de lighter nos scènes ou nos shadings d'objets. Donc c'est deux personnages qui arrivent et qui sont là et qui peuvent très bien se retrouver un petit peu seuls. Donc là, en fait, c'est deux mannequins lumière, une girafe et une autruche qui vont parler du métier parce qu'elles sont un peu oubliées. Voilà. Donc là, en fait, il y avait 7 petits épisodes. Là, je vous en ai mis qu'un, le dernier. Yes, of course, I worked with him. I mean, who didn't work with him? He did so much stuff. About him? You know that you Well, can't. there's many things they said about him. No. But I mean, you can't talk to him until you've been introduced to him. Oh, I made that mistake. Believe me. I went and knocked on the door of his trailer, and I hear, "Come on in." I went in. I said, "Hello, Mr. Mouse. My name is Martin, and I'm going to be your stunt giraffe for the next 6 weeks." And he just looked at me. He looked me in the eye, and he said, "Martin, can you go and get me a cup of tea, please?" And he never spoke to me again. That is cold. That was that. That is very cold. And you know, I didn't work for 3 years after that. No, that was you, because I've heard this story. He was powerful. That was you all the time. Oh, man. Oh, great. Can you believe that? Yeah, didn't even break us. Oh, man, that guy is a slime bag. Yeah, that's showbiz. Come on, let's just go and eat. Okay. Mind your hoof. Oh. Yeah, look out for that thing there. Voilà. Alors ça, c'est une bonne solution. Hein. Si vous passez tout au noir et que vous mettez ça gagne beaucoup de temps de rendu. Voilà, ça c'était le petit message de ce film. Mais juste une question, c'est les Oscars qui sont venus vous chercher? En fait, c'est passé par Shelley Page de DreamWorks que j'avais rencontré à Annecy et elle voulait faire quelque chose. Elle connaissait la personne qui faisait en gros un DVD des courts-métrages en compétition qui avait besoin d'habillage et aussi ça passait dans plein de salles partout aux États-Unis et du coup, alors ce qui est très étonnant, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de budget, quasi pas de budget. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus chercher des Français. Voilà, je sais pas. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de réhutes aussi. Mais oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est le budget, mais c'est une paire de chaussettes pour eux. Voilà. Donc avec une paire de chaussettes, on peut faire de l'animation. Je sais pas si vous connaissez. Non, mais c'est hyper gratifiant, non, d'être choisi par Hollywood pour faire ça. Enfin, je sais pas, moi ça me semble être. Voilà, non, c'est. En plus, j'ai été invité là-bas. Donc du coup, ça m'a permis de rencontrer des gens. Et ce qui est marrant, c'est que par Jacques Bled est le directeur de MacGuff, d'Illumination MacGuff, et il a appelé Lionel un jour en disant il y a Chris Meledandri qui vient de m'appeler, il a vu dans la plus belle salle de Los Angeles un court-métrage avant Le Louche, et c'était Les girafes plongeuses. Il disait mais comment ça se fait que je connais peu, enfin, il lui a dit à Jacques Bled mais comment ça se fait que je connais pas, et Lionel lui a dit c'est marrant, en plus ils peuvent se rencontrer parce que Nicolas va à Los Angeles pour les Oscars. Donc c'était un concours de circonstances, mais du coup je l'ai rencontré, Chris Meledandri. Et voilà, ça n'a rien donné parce que je n'ai rien produit, mais il m'a dit de pitcher un long métrage, ce que je n'ai pas fait. Voilà. Après, je vais vous montrer, pour la suite, j'ai continué des France 3 les autres années, donc je vous en ai sélectionné quelques-uns, été et hiver. Bel été sur France 3.
Bel été sur France 3. Voilà, alors, le bestiaire continue à s'agrandir. Moi, il faut imaginer que j'ai toute ma ménagerie derrière moi, hein, peu à peu, année après année. Joyeuses fêtes sur France 3. Joyeuses fêtes sur France 3. Voilà. Et je voulais enchaîner avec quelque chose qui est aussi de saison. Voilà. Donc c'est un film que j'ai fait pour Cartier. Donc là aussi c'était très particulier et j'ai travaillé avec des animaux du coup qui ont été tournés. Donc il y a des animaux tournés et des animaux qui sont recréés en images de synthèse. En fait, l'agence avait filmé un bébé panthère. Alors, il se trouve qu'un bébé panthère, pour pouvoir le filmer, il y a un laps de 2 semaines. C'est-à-dire qu'avant, il a des poils qui n'intéressent pas l'agence, et après, il devient trop agressif. Donc du coup, j'ai pas pu être là sur le tournage, et ils ont filmé un maximum de rushs d'une petite panthère, éclairée de façon assez neutre. Et moi, à partir de ça, je devais raconter l'histoire de 2 bébés panthères qui jouaient dans la neige au-dessus des nuages. Donc il a fallu, ça a été un gros boulot parce que déjà il faut créer l'interaction, beaucoup de dérush, et puis mettre un minimum de 3D parce qu'il faut être au niveau du tournage, du live. Et puis après on a rééclairé toutes les panthères. Donc ce que vous allez voir, il faut imaginer que les panthères sont éclairées de façon neutre. On a replacé la panthère 3D sur la panthère réelle et on l'a éclairée, on a utilisé la lumière de la panthère 3D pour éclairer la panthère réelle. Donc voilà, c'était un petit boulot sympa. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est pour vous mettre dans l'ambiance des fêtes, hein, surtout. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling on the rein. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed, cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight, tonight. Santa Claus comes tonight. Voilà. Si certains ont un petit bijou Cartier au pied du sapin cette année, ils sauront d'où il vient. Voilà, ou si quelqu'un parmi vous veut m'offrir un petit bijou Cartier, je saurais quoi en faire. Mais rassure-moi, Cartier, ils avaient plus de sous pour payer la alors, production là, pour les Oscars. Oui, ils avaient plus de sous. Je suis pas sûr que c'était rentable pour le studio. Parce qu'en fait, on avait très peu de temps pour le faire, on avait 3 mois. Et du coup, ça a été aussi ce challenge-là et ce stress. Avec souvent les gens d'agence partent en vacances. Alors nous, on doit faire évidemment du Noël, de la neige pendant l'été, et on doit faire de l'été pendant l'hiver. Donc pour France 3, il fallait que je mette des feuilles aux arbres, et après, juste derrière, il fallait que je rende Paris sous la neige, effacer toutes les feuilles des arbres, parce qu'il y a des arbres dans Paris. Donc voilà. Je vous montre une autre petite pub que j'ai faite. Donc là, justement, c'est moins bling bling parce que c'est pour la banque alimentaire. Donc quelquefois, sur des projets où il y a moins d'argent, on peut plus s'exprimer aussi et tester des choses. Donc, parce que là, mine de rien, sur du quartier, il y a une grosse gestion. Il faut imaginer des réunions avec 14 personnes. Au départ, ils disent rien, et puis tout d'un coup, il y en a un qui dit quelque chose. Voilà. Et donc du coup, les autres doivent se placer. Donc tout le monde va dire quelque chose et ça va être sur la moindre brillance. Voilà. Sur des projets comme la banque alimentaire, c'est plutôt une agence qui nous fait confiance sur un budget très petit. Donc celui-là, on l'a fait à 2.
Les 27 et 28 novembre, donnez. Les banques alimentaires collectent vos dons. Alors là, le concept d'aile hein, sur les paquets existait déjà, ça c'est le concept de l'agence. Mais après, la façon de faire et la façon de travailler. Donc là, moi, comme je suis un passionné d'animaux, du coup, j'aime beaucoup chercher. Et puis je connais le type d'animaux, le type d'oiseaux qui pourrait convenir. Par exemple, voilà, un macaremoine, par exemple, parce que là, je ne sais pas s'il y a des fans d'ornithologie, le macaremoine. C'est un pingouin. Un pingouin n'est pas un manchot, je tiens à dire ici. Il y en a en Bretagne, vous les verrez dans l'Atleticus, il y a des macaremoines, ils ont un bec très coloré. Et ils ont un vol, comme ils sont assez lourds, ils ont un vol très battu. Donc du coup, je savais que si je mets une conserve, ça va paraître plus naturel que si c'était un vol lent. Et puis, donc du coup, j'ai fait des recherches j'ai acheté des stocks de documentaires et on a intégré en image de synthèse nos produits de collecte dessus. Alors, le projet suivant que je vous montrais, ça c'était une grosse commande pour le Futuroscope. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été au Futuroscope ces dernières années. Non ? Oui, voilà. Donc j'ai fait un film qui s'appelle L'extraordinaire voyage. Et donc ils ont créé une attraction qui date il y a 4 ans, je dirais. Et cette attraction, ça s'appelle un Flying Theater. En fait, il y a une salle de 80 personnes qui s'installent devant un écran hémisphérique type géode. Et en fait, la salle pivote et se met face à l'écran. Et après, elle bouge et les sièges aussi bougent. Du coup, c'est un simulateur de vol. Et la salle n'était pas encore construite quand je devais penser le film. Et donc ça, c'était un gros projet. Alors, je ne peux pas vous le montrer en entier, mais je vous montre un peu le montage. Et donc, du coup, c'est un travail sur de l'environnement réaliste. Alors moi, évidemment, j'ai mis les animaux, mais ça, on ne se refait pas. Mais c'est aussi pour se vendre, évidemment. C'est quelques extraits, on passait dans plein de paysages différents. Ce que vous avez vu là, normalement c'est hémisphérique, donc les oiseaux ils paraissent beaucoup plus grands. Les éléphants qu'on voit, on a dû les travailler assez fort. Alors ça, c'est pas une réutilisation, parce que vous avez tous vu que dans l'éléphant trampoline, c'était un éléphant africain, et que là on est en Inde, donc ça ne peut pas être un éléphant africain, évidemment. Voilà. On parlera après de ta passion pour les animaux. Ils avaient tous vu, sinon ils ne parleraient pas comme ça. Alors après, je vais vous montrer, j'ai travaillé après sur un projet de série. Arte était en recherche de série, et donc du coup, avait fait un appel à projet. Et du coup, Lionel, depuis pas mal d'années, me tannait pour faire une série avec des animaux réalistes. Et moi, je lui disais toujours, mais des animaux réalistes, pour moi, il y a une esthétique de la série liée à son budget. Et donc, je ne croyais pas à la possibilité de faire quelque chose de réaliste en série. Et à ce moment-là, en fait, comme j'avais tout le bestiaire, un bestiaire qui s'est construit année après année avec les France 3, avec mes courts-métrages, et ben je me suis dit, je vais reprendre tous mes animaux et je vais les mettre au sport, clairement, faire un peu bosser. Et du coup, j'ai écrit le concept de la série, et là, je suis en train de travailler sur la 3e saison. Donc, je vais vous montrer la bande-annonce de la saison 1, et après, je vous montrerai la bande-annonce de la saison 2, éventuellement des épisodes, je ne sais pas si on aura le temps. Juste une question, là, tu dis tu fais ton bestiaire, du coup, tu l'alimentes d'année en année, mais il n'y a pas des questions d'exclusivité parfois quand tu produis pour une marque particulière ou une chaîne particulière, tu as le droit de réutiliser tes éléments sur d'autres projets? Ouais, alors la question des droits, moi, à chaque fois, je voulais voulu déposer mes animaux et on m'a dit, alors moi je ne suis pas défendu non plus trop, mais que c'est des animaux qui existaient dans la nature, donc il n'y a pas forcément de droit comme un design cartoon, par exemple. Alors moi, ce que je trouve, c'est que plus on travaille sur un animal, plus on se rend compte qu'ils sont différents comme toi et moi. Et donc du coup, il y a un vrai choix casting, et la girafe que j'ai faite, c'est pas la girafe que, par exemple, a fait Buff Company dans un autre film. Donc j'estime qu'elle
qu'elle est un peu à moi, mais malgré tout, sur France 3, on leur a offert la girafe et l'éléphant. Et les autres animaux, en fait, dans le contrat, il y avait quelque chose, on ne pouvait pas les réutiliser sur de l'habillage. Mais du coup, ça ne m'empêchait pas de le retravailler sur des... Voilà. Alors, je vous montre la bande-annonce de la saison 1, faite par Arte. Alors, justement, donc pour de la série, justement, tout ce qui est décor, vous avez vu, c'est traité de façon assez graphique. Je retrouve un peu cette gamme de blanc que j'avais développée déjà dans mon film de fin d'études ou dans le film avec l'éléphant trampoline. Et ça permet de créer ce décalage et aussi de rendre la chose possible, évidemment. Et en parallèle, ça faisait 6 ans que je travaillais sur un autre court-métrage. L'idée, c'était de faire une trilogie. Donc après l'éléphant et la girafe, j'ai voulu en faire un autre, et il s'appelle 1 mètre heure. Je ne sais pas si on a le temps, on est pas en retard. Non, ça va. Parce qu'il est un peu plus long. Et donc ce court-métrage-là aussi m'a permis à nouveau de réussir à trouver des financements. Et puis aussi de faire des collaborations. Parce que ça, quand j'avais fait la piscine girafe, je m'étais dit que ça serait intéressant de travailler avec un cabinet d'architectes. Parce que je trouvais ça marrant de la démarche d'aller voir un cabinet d'architectes, leur dire est-ce que ça vous intéresse de penser une piscine convertible girafe-homme. Voilà. Et je ne l'avais pas fait, je suis très content parce que du coup c'est moi qui me suis occupé du design de la piscine et que j'ai pris plaisir. Mais j'avais un peu ça en tête, et là, comme c'était une chorégraphie, je me suis dit, bon c'est une chorégraphie d'escargot, j'ai lâché le truc, et je me suis dit, je vais proposer à un chorégraphe de travailler dessus, et comme j'étais un fan de Decouflé, je ne sais pas si vous connaissez Decouflé, il faut regarder ce qu'il fait parce que c'est un des grands chorégraphes français et c'est très ludique, c'est très accessible. Et donc du coup, j'ai envoyé le projet, tout le dossier, parce que quand on fait de la réalisation, on fait beaucoup de dossiers. J'ai envoyé le dossier à la compagnie Découflé, je ne les connaissais pas. Et il m'a reçu, et ça a été très sympa. Et donc moi j'avais fait quelques crowbars pour montrer un peu ce que pouvaient faire les escargots. Je leur ai dit, voilà, évidemment, les danseurs, l'idée, c'est pas qu'ils imitent des escargots, mais c'est par exemple quand on a un danseur qui court vers un autre, puis à un porté, moi je peux faire glisser mon escargot, parce qu'il se trouve que c'est du time-lapse, de l'accéléré. Je peux faire glisser un escargot sur un autre, et après il monte sur la coquille, et il prolonge le mouvement. Donc c'est une sorte de matière. Et on a travaillé tous les deux chez lui avec 2 danseurs et un violoncelle, parce que l'idée c'était de partir d'un prélude de Bach, et de le déformer en fonction du temps. Enfin, il y avait tout un truc, c'est une réflexion sur le temps, donc il y avait toute cette distance, ce travail sur le son aussi. Et donc du coup, on a travaillé 2 jours pour penser la chorégraphie, et on l'a filmé, et c'était la matière qui m'a permis de travailler sur mon animatique. J'ai travaillé seul sur cette animatique pour voir tous les timings, tout ça, pour après, les caméras, pour pouvoir faire travailler les animateurs. Et donc les animateurs avaient des vrais escargots, parce que dans un studio, c'est possible de ramener des vrais escargots, ce qui n'a pas été le cas pour les girafes. Et donc ils avaient des escargots, donc des vraies images d'escargots, et la danse des vrais danseurs. Voilà. Et donc c'est tout ça, c'est évidemment très intéressant à travailler, parce qu'on n'a pas vraiment, c'est moins facile de le faire quand c'est des demandes de clients. Et puis aussi, moi j'avais des fantasmes techniques sur le film. Je voulais, en gros, ce que je voulais faire, c'est que je voulais capter. Alors, je sais pas, bon, de toute façon, vous êtes techniques tous. Bon. Je voulais capter une HDR. Vous voyez ce que c'est une HDR? Oui. Donc, alors une HDR, vite fait, on capte une boule. En fait, on capte un environnement avec différentes expositions pour lighter notre 3D. Et là, en fait, comme je travaille sur le time-lapse, on a fait une HDR time-lapse 360 et on l'a fait aussi en très très haute définition. Je crois que c'est un 6K parce que l'idée c'est que cette HDR qui permet d'éclairer notre 3D permet aussi de faire les matte painting derrière. Et comme moi, quelquefois, je vais chercher qu'un tout petit bout de ciel, il fallait de la haute définition. Enfin bon, vous verrez dans le film, l'idée c'est d'utiliser vraiment la lumière réelle pour éclairer le film et pas tomber dans certains stéréotypes qu'on peut avoir en image de synthèse. Voilà.
Et après, donc, justement, il y a une année où je montrais Athleticus et en même temps 1m/h, ce qui me permet aussi de montrer deux facettes de ce que j'aime travailler, c'est-à-dire des choses plus réalistes et d'autres plus... Enfin bon, voilà. Et je vais vous montrer, après j'ai travaillé sur... tout ça c'est très chronologique ce que je vous ai fait. La bande-annonce de la saison 2, là j'ai proposé deux nouveaux animaux, un kangourou, parce que pour moi... Alors ça se passe à la neige, c'est sport de neige-glace. Et le kangourou pour moi était clairement fait pour le ski, puisqu'il a des pattes comme ça qui permettent de clairement jouer la neige. Et puis le fameux macaremoine que vous connaissez tous maintenant. Voilà. La bande-annonce. Merci Nicolas. Voilà à peu près. Alors, Dimitri, qui devait animer la table ronde, est l'éditeur d'un livre, Athleticus. Ouais, alors oui, j'ai la chance d'avoir maintenant un livre Athleticus. Alors ça c'est instant promo. Un excellent cadeau pour vos Noël. C'est bientôt Noël. Non, mais c'est un petit éditeur qui son leitmotiv, c'est de faire un 24e de seconde éternel. C'est-à-dire que quand on voit des films, donc lui il a fait des films par exemple pour Pinocchio de Disney, et on voit le travail, alors c'est pas un artbook, c'est plutôt présenter un peu comment l'arrêt sur image, sur de l'image animée. C'est une façon complètement autre d'appréhender l'image, et donc du coup c'est très intéressant à faire. Alors je montre quelques images, j'en ai pas mis beaucoup. Alors, je sais pas s'il y a Action View ou quoi. Je ne sais pas. J'ai pas mes habitudes. Bon, que je vous montrerai tout à l'heure. D'accord. Juste avant de passer aux questions de la salle, parce que j'imagine que vous en avez plein devant cette carrière. Là, ton bestiaire, actuellement, il compte combien de bébêtes ? Je sais pas, parce qu'en fait, il y en a pas mal, parce qu'il y a aussi beaucoup de bestioles aquatiques. J'ai fait plusieurs films aquatiques. Donc, ouais, c'est difficile de dire. Voilà. Bon, c'est la question piège. Ouais, mon zoo, je sais pas. Et juste, est-ce que tu peux peut-être revenir sur cet amour des animaux, alors, et la question que tu te poses peut-être parfois de les rendre dans des situations plutôt humaines, est-ce que ça te pose question ou pas ? Toi, tu te positionnes plutôt comme un défenseur de la cause animale ? Oui, mais moi évidemment, ça c'est un truc qui me traverse beaucoup sur la question de la biodiversité, la perte qu'on a actuellement qui est énorme. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, quelqu'un qui travaille vraiment dans le milieu un peu protection animale, et il me disait, voilà, on est surchargé d'images animalières en pub, c'est aussi dans mon travail du coup, et du coup on n'arrive pas à se rendre compte, à prendre conscience de l'extinction des espèces. Alors, je suis désolé, c'est la minute politique. Voilà. Mais donc moi ça m'a pas mal touché parce que je représente l'animal, et moi c'est clairement, si je passe autant de temps à les étudier, c'est que je les aime, quoi, évidemment. Donc voilà, ça me pose pas mal de questions sur ce que je fais et la représentation. Après, une vision poétique de l'animal sauvage dans nos milieux humains, peut-être que ça pose certaines choses. Après, moi, je ne suis pas un militant dans ce que je fais, c'est pas ça. Mais oui, moi, c'est des choses qui me traversent. Et puis après, sur la question du plaisir de l'animal, moi, je ne pourrais pas passer autant de temps à l'étudier, à savoir comment il est fait au niveau anatomique. Et moi, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé l'animal réaliste parce que ça, c'était un plaisir. Et après, je me suis dit, une fois qu'on l'a en image de synthèse, à quoi ça sert finalement de l'avoir en image de synthèse ? Donc on peut être dans l'effet spécial et le faire s'effacer, pour qu'on ait l'impression qu'il a intégré ce que j'ai aussi fait sur certains projets. Mais moi, ce qui me semblait intéressant et surréaliste, c'est de l'utiliser tel qu'il est, de le comprendre dans la façon dont il bouge, même la façon dont il pense, parce qu'une girafe ne pense pas comme un hippopotame, pour moi.
et de s'imaginer qu'ils se réapproprient les choses. Et dans cette démarche-là, c'est essayer d'enlever l'anthropomorphisme. Donc par exemple, quand on a deux danseurs qui dansent et qui a un porté, moi c'est deux escargots qui s'accouplent, parade nuptiale, mais et il faut que j'arrive à rendre ce mouvement crédible sans qu'on voit l'homme derrière. Voilà. Donc ça c'est ça qui est pas évident, et en même temps moi voilà, je limite beaucoup aussi l'accessoire sur l'animal pour garder une sorte d'archétype. Et du coup ça oblige à être assez inventif, ça nous met beaucoup de contraintes, et après du coup c'est intéressant de savoir comment une tortue peut sauter en hauteur, ou comment elle va réussir à concurrencer des flamands à la course. Voilà. Et juste une question, après je vais penser à vos questions déjà, hein. Je passe le micro, promis, mais du coup entre la sortie de l'école et maintenant, en fait, il y a eu Cube. Alors, ou est-ce qu'il y a eu d'autres sociétés de prod ou... Oui, mais ils ne me voient plus, hein, ils ont l'impression que je suis un meuble comme ça. Non, moi comme j'étais intermittent longtemps, maintenant je suis en CDI depuis 3-4 ans, mais j'ai longtemps été intermittent, ce qui fait qu'en fait, en les moments où j'avais pas de boulot, c'est vrai que je développais mes projets, et souvent avec Cube, mais j'ai fait quelques infidélités quand même. Mais c'est vrai que j'ai une vision du métier qui est du coup plus dans des logiques de festival. Je ne peux pas parler forcément de tous les studios facilement, parce que c'est vrai que j'ai été assez fidèle à cette boîte-là, qui m'a fait confiance, et quand je propose quelque chose, et surtout quand je commence à avoir des premiers financements et des premiers intérêts extérieurs, et ben, ils me soutiennent pour que le projet se fasse. Donc ça, c'est très précieux. Alors, des questions dans la salle? Bonjour. Bonjour. Vous parliez de logique de festival pour les courts-métrages. J'aimerais bien savoir comment ça se passe pour le réalisateur et pour la boîte de production. C'est-à-dire, sur les... Quels sont les droits? À partir de quand on a le droit de montrer son travail, et à qui? Alors, au niveau des festivals, souvent ils demandent un peu, les gros festivals demandent un peu l'exclusivité. Donc on piste certains festivals comme Annecy, par exemple. Je sais pas pourquoi. Et après, non, il n'y a pas de problème. De toute façon, sur les courts-métrages, c'est pas des produits de commande. Donc du coup, il n'y a pas forcément une idée de vente derrière, même si après il y a une distribution. Celui qui va distribuer le court-métrage, éventuellement qui va le vendre à des télés, par exemple, a plutôt intérêt qu'il ait une carrière en festival. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on l'envoie à beaucoup de festivals. Au début, on le fait nous-mêmes. Moi, il y a Cube qui l'a fait un petit peu, et puis maintenant, j'ai une société qui distribue, qui fait circuler les films, ce qui permet de les avoir un peu partout. Et après, on est invité dans ces festivals. Alors quelquefois, ils nous payent le transport et tout ça. Et sinon, on y va. Enfin, je sais pas si je réponds bien à la question, mais... Et après, la question des droits, quelquefois, il y a aussi ce qu'on fait, ça nous échappe. Là, l'éléphant trampoline, il a été vu à Annecy, et puis je l'ai retrouvé sur Internet alors que je ne l'avais pas mis. Voilà. Après, il y a la question des droits sur les images, c'est assez particulier, surtout sur du court-métrage. Sur les éléphants et les girafes, moi, je les avais laissés en libre accès. Je trouvais ça intéressant parce que du coup, ça nous fait aussi une pub, ça circule beaucoup. Et voilà, mon producteur m'a demandé maintenant de les enlever. Donc du coup, ils circulent toujours sur le net, mais moi, sur mon site, je les ai enlevés. Et sur les escargots, par contre, j'ai joué un peu plus le fait que je ne l'ai pas lâché sur Internet. Voilà. Parce que justement, j'ai une demande pour, si on veut vendre les films, s'ils sont déjà sur Internet, pour le distributeur qui veut les vendre, c'est pas top. D'autres questions? Allô, bonjour. Moi, j'aurais une question vraiment plus sur votre histoire. Est-ce que, vu que vous avez fait beaucoup de travail sur tout ce qui était animaux et tout ça, on vous a demandé d'autres travaux, mais pas sur des choses entre guillemets annuelles, genre plus de la créature ou des trucs un peu plus fantastiques, ou non, c'était vraiment que de l'animal réaliste que vous avez fait? Ouais, j'ai quelques films honteux que je n'ai pas montrés. Uriforme, prostaforme, par exemple, sur les problèmes de prostate et urinaire. Ça, il n'y avait pas d'animaux réalistes dedans. Non, mais c'est vrai que quand on montre des choses, quand on montre ce qu'on sait faire, on nous interroge là-dessus. Moi, les animaux, j'aime bien le faire. Je vous ai montré quand même Futuroscope, qui était plus sur de l'environnement, un travail d'environnement réaliste. Et après, moi, sur tout ce qui est fantastique, j'ai pas une attirance sur le fantastique. Donc du coup, j'y ai pas été. Si j'avais aimé le fantastique,
ça m'aurait servi évidemment de connaître et d'aimer l'animal. Mais je préfère le surréalisme, et dans ce cas-là, je pars sur une base qui existe. Mais bon, après, peut-être que demain, je ferai des choses qui iront plus vers ce style-là, ça dépend. Voilà. Après, j'imagine que pour avoir une notoriété plus facilement, c'est utile aussi d'avoir un monde particulier plutôt que d'être très diversifié. Oui, je pense qu'il y a différents types de profils de réalisateurs. Hein. Il y a des réalisateurs qui sont capables, qui sont très caméléons, qui sont capables de faire beaucoup de choses différentes. Après, quand on est identifié dans un style, surtout si on s'y plaît et qu'on arrive à développer des choses et à pas s'ennuyer, parce que moi du coup j'ai fait de l'habillage, j'étais sur des longs métrages, j'étais sur de la série, et à chaque fois c'est des univers différents. Et je dis un peu, c'est mes chevaux de Troie, quoi. C'est-à-dire que je peux rentrer dans des univers très différents. Et ça, c'est très intéressant. Et après, oui, quand on a quelque chose sur lequel on est identifié, je pense que c'est toujours... si on creuse son sillon, du coup, on sera moins vite oublié. Après, je peux tomber en désuétude, genre, c'est pas maintenant les animaux réalistes, il n'y en a plus dans la nature, c'est plus intéressant de les montrer à l'image. Du coup, moi, je voulais rebondir en fait sur une question. Tout à l'heure, on parlait des festivals. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec des sociétés de distribution en particulier, ou est-ce que vous avez en fait des sociétés de distribution qui reviennent fréquemment? Comment ça se passe en fait au niveau de la... Avant c'était Cube qui le faisait avec moi, donc on le faisait pas très bien. Mais quand c'est identifié, parce que ça te prend beaucoup de temps en fait, et qu'une petite boîte de prod, elle doit gérer beaucoup de choses. Il faudrait quasiment des pleins temps pour ça. Donc d'où l'utilité de la diffusion. Et là, depuis 3 ans, c'est Autour de minuit qui fait beaucoup de courts-métrages et fait aussi du coup de la distribution d'Athleticus. Et ça, c'est pour faire tout ce qui est festival. Hein. Maintenant, pour ce qui est télé, c'est autre chose, puisque Cube va travailler avec Xilam. Et donc ils distribuent ça et les courts-métrages. C'est eux qui font ce travail pour placer les films. J'aurais une autre question aussi. Parce que tout à l'heure, donc, on a vu des films sur des panthères et des escargots, mais c'était pour des projets très particuliers. Comment ça se passe en général pour l'étape de source, de recherche de référence en fait, en général? Parce que j'ai vu aussi que vous aviez, si je ne me trompe pas, un film avec des mégalodons ou quelque chose comme ça. Et si je ne dis pas de bêtises, j'ai cru reconnaître, je ne suis pas sûr, mais un reportage sur la préhistoire en trilogie, quelque chose comme ça, qui était sorti il y a quelques années en arrière. Comment ça se passe en fait au niveau de la recherche de sources pour recréer les animaux? Moi je fais beaucoup de recherches sur Internet. Au départ, moi, souvent ça manquait de définition sur Internet aussi, donc je faisais beaucoup de recherches de livres à l'époque. Je scannais les livres, ce qui est moins le cas maintenant, plus du tout même, ou très peu. Et puis après, ce que j'essaye, c'est d'amener les graphistes maintenant, de les amener au zoo. Je connais un peu des gens des zoos, et du coup d'aller prendre des photos. Alors les animaux de zoo sont souvent très différents des animaux de la nature. C'est-à-dire que par exemple les kangourous, j'ai été à Thoiry, comme ils se l'écaillent, ils ne sont pas en Australie, du coup ils ont plus de fourrure par exemple. Ils sont déprimés parce qu'ils ne peuvent pas courir partout, du coup ils sont gros. Ils ont la tête basse parce qu'ils ne sont pas bien. Voilà. C'est la même chose pour les girafes, tout ça. Donc l'idée c'est de prendre ce qu'il y a à prendre sur par exemple des logiques d'anatomie, ce genre de choses, et de les comparer avec des logiques de documentaire, et après peu à peu faire son casting, la travailler, et après il y a forcément un fantasme derrière aussi, donc un redessin, et pour essayer de trouver la girafe qui convient. Voilà. Et pour tout ce qui est préhistoire, moi je connais bien les gens du Muséum d'Histoire Naturelle, donc souvent j'ai accès aux squelettes par exemple, donc je travaille à partir des squelettes, et après je sculpte, je regarde ce qui a été fait déjà sur l'animal. Donc là c'était Liopleurodon, c'était un film, un IMAX relief, on m'a demandé de faire une parade amoureuse entre deux de ces animaux. Et là, j'ai travaillé aussi avec un graphiste 3D, et puis après, je le redirigeais, le redesignais sur Photoshop en fonction de ce qu'il me faisait. Et après, on imagine les mouvements avec. Et là, j'ai fait beaucoup d'anatomie comparée aussi. Voir comment des animaux qui se en approche morphologiquement bougent, et comment je peux imaginer quelque chose. Bonjour. Bonjour. Vous disiez que vous réutilisiez
les animaux que vous avez déjà faits. Mais comme les techniques elles changent et les logiciels changent, comment vous réutilisiez les modélisations ? Ouais, alors ça, les modélisations, ça pose pas de problème. Ça, on peut très facilement passer d'un logiciel à l'autre. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je travaillais sur Maya. Beaucoup des animaux que j'ai construits étaient sur Maya. Et par contre, Cube, en production de série, est sur 3ds Max. Là, il passe sur Blender aussi. Et du coup, tous les animaux que j'avais faits ont été refaits, ont été réadaptés sous Max. Donc, tu peux récupérer texture, morphologie. Donc déjà, tu n'as pas réinventé le design. Le placement des os, nous, on n'a pas réussi à faire des passerelles qui fonctionnent bien, mais tu sais où tu les places au même endroit qu'il l'était sur l'autre logiciel. Et du coup, ça a permis aussi d'uniformiser, parce que chaque graphiste qui avait bossé avait sa méthode. Et du coup, tout mettre sur un même logiciel a permis un peu de conformer tout ça. Mais oui, il y a eu un retravail. Dire que je réutilise tel quel, c'est pas vrai. Complètement. Si les plumes du flamant rose, elles étaient faites sous Maya, donc sur Yeti, et elles sont passées sous Max, donc voilà. Donc tout ça, ça bouge, mais il y a déjà une grosse partie qui est faite. Le graphiste, il sait vers quoi il va, puisqu'il peut le voir. Voilà. Merci. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais exactement, mais c'est combien de personnes une série comme Athleticus ? Alors, non, je ne l'ai pas pris. Si, tiens. Hop, dans le bouquin, une des dernières pages, justement, j'ai remercié un peu les équipes. Là, on voit en couleur. Bon, il y a moi qui saute. Je ne vous ferai pas la démo aujourd'hui parce que j'ai un genou en vrac. Mais tous les gens qui sont là, c'est les gens qui ont travaillé sur la série. Alors là, c'est de près ou de loin, mais ça va des gens d'Arte, aux scénaristes, parce que j'ai un co-scénariste, aux gens du son, et à tous les métiers de la 3D que vous connaissez bien. Donc là, ça fait une trentaine de personnes qui n'ont pas bossé à plein temps, parce qu'on peut avoir besoin de quelqu'un en setup, par exemple, quelques semaines pour s'occuper d'un animal, et après qu'il arrête. Les équipes d'animation, elles sont évidemment pas là non plus tout le temps, mais ça donne un peu un ordre de grandeur des gens qui ont bossé dessus. Bonjour. Je voulais savoir comment ça se passait quand vous travaillez avec... Je vois pas qui parle. C'est là, juste là. Pardon. Et du coup, je voulais savoir comment ça se passait quand vous travaillez avec la chaîne d'Arte. Et donc, pour la première fois, est-ce que c'est vous qui les avez contactés ou c'est eux qui sont venus ? Et par rapport aussi à votre appel de projet, comment ça se passe ? Ils font un appel projet, vous devez monter un dossier, c'est vous qui écrivez tout seul toute votre série Athleticus, par exemple ? Ouais, pour mon expérience Arte, j'avais été les voir au moment de chercher une chaîne pour les girafes. Parce que souvent, pour aller au CNC, il faut déjà avoir séduit une chaîne. Voilà, je ne sais pas si c'est obligatoire, je ne sais plus, mais je crois. Et du coup, j'avais bossé avec Arte à ce moment-là, qui ont préacheté le film. C'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent pour avoir une sorte de petite exclusivité sur le film. Donc c'est le cas aussi sur les escargots. Et du coup, on se connaissait un tout petit peu. Et moi, j'ai fait un dossier assez court. Je crois que j'avais fait 7 débuts de scénario. J'avais défini... oui, c'est moi qui l'ai fait. J'avais dit tel animal a tel caractère. Donc déjà, j'ai dit que c'était sportif. Et j'avais associé chaque animal à un sportif de haut niveau connu. Donc par exemple, l'hippopotame, pour moi, il a un côté grande gueule, naturellement. Et du coup, je le comparais à McEnroe. Donc c'est quelqu'un qui est râleur. Enfin bon, c'est pas votre génération, mais il y a un film qui est passé il y a pas longtemps, peut-être que. Mais et puis d'autres qui ont une vision du sport plus à la Coubertin, idéaliste, des tricheurs. Enfin, à chaque fois, j'essayais de marquer comme ça et de faire des associations visuelles entre l'animal et un sportif. Et j'ai fait un dossier avec des moodboards aussi, expliquer ce que je voulais faire, mais il n'y avait pas tous les scénarios dedans. Donc j'avais quelques scénars. Après, j'ai passé une première étape. La deuxième étape, c'était d'écrire pour un pilote. Donc, je développais un ping-pong avec un hippopotame, une otarie. Et après, donc, j'ai fait ce pilote. Ça a permis de faire une étape de plus. Et après, j'ai convaincu des gens chez Arte, mais tout le monde n'était pas convaincu. Donc, il y a eu plein d'étapes avant que ça se fasse. Mais après, j'ai la confiance de quelqu'un qui s'appelle Hélène Vessière, qui est responsable des programmes courts, que si vous allez en festival, vous la voyez souvent citée parce qu'elle voit un nombre de films, elle aide un nombre de films incroyable.
Et c'est vrai qu'on travaille très en confiance. Donc je ne sais pas si j'ai beaucoup de chance ou si elle est comme ça avec tout le monde. Mais en tout cas, moi, avec mon co-auteur, on écrit les choses, on lui envoie, on a quelques retouches, je fais quelques dessins et ça commence comme ça, quoi. Et après, ce sont les audiences qui font qu'il y a une deuxième, voire une troisième saison ? Oui, c'est les audiences pas mal, parce que là, elle avait un supérieur qui croyait pas du tout au projet, qui disait pourquoi, à quoi ça sert, et du coup, elle a travaillé au corps pour que ça puisse se faire. Et après, si les audiences sont bonnes, c'est sûr que ça lui donne un gage de crédibilité pour son supérieur. Donc si les audiences n'avaient pas été bonnes, je pense qu'il n'y aurait pas de saison 2 ni 3. Bonjour, moi je rebondis un peu en différé par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur le travail de recherche et de sources, etc. Vu que généralement, quand on voit des animaux comme ça qui sont adaptés à des milieux humains, etc., et à des situations un peu décalées comme ça, c'est surtout dans des styles graphiques qui sont cartoon. Donc du coup, on peut se permettre au niveau du chara-design et tout, des déformations, effectivement de prendre des libertés par rapport aux morphologies, etc. Mais là, du coup, sur des modèles 3D qui sont réalistes, très réalistes, et qui du coup doivent être rigués de manière particulière, etc. Comment vous prenez, comment vous développez le chara-design, les attitudes, etc. Parce qu'en plus, et s'il y a le casting, etc., ça veut dire que ça doit être très particulier. Comment vous faites ça et créer comment vont bouger les personnages, etc. Est-ce que vous pouvez prendre des libertés par rapport à ça ? Oui, alors je prends certaines libertés. Alors il se trouve que comme j'ai beaucoup étudié l'animal à chaque fois, je sais en termes d'anatomie ce qu'il peut faire. Donc par exemple, c'est vrai que je regarde le cou de la girafe, jusqu'à quel point il est souple quand même dans la nature. Il se trouve que quand elle dort, elle pose sa tête sur son dos. Donc globalement, elle a quand même déjà une souplesse. Alors après, moi je dis que je ne fais pas de cartoon, parce que chez Cube, il y a une partie très cartoon aussi, qui est Kailou. Et pour moi, le cartoon est souvent lié, ma définition, c'est un peu le stretch and squash, c'est-à-dire la déformation, et ça impacte beaucoup de choses, ça impacte le son, ça impacte le montage, et justement, l'idée, c'est complètement transformer pour être expressif de ce côté-là. Et moi, je veux respecter l'animal dans ce qu'il est en niveau de sa morphologie. Et comme je le connais pas mal, du coup, moi, je fais beaucoup de petits dessins. Je crobarde pour voir vers quoi ils vont, et j'utilise en fait cette contrainte-là pour penser les mouvements. Voilà, mais je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Mais... Bonjour. Est-ce que ton métier est stressant ? Est-ce qu'on te met la pression souvent des deadlines, du budget ou... Toi, comment tu le vis ? En fait, ça dépend des périodes. Mais en fait, ça dépend quel stress aussi. Parce que, par exemple, quand tu dois faire quartier, c'est quelque chose que c'est un peu une mise en danger, parce que moi, je n'avais jamais fait ça comme ça. Et je sais que j'ai que 3 mois, ça me paraît au départ quasiment impossible. Mais ils sont fous de me confier ça. Voilà. Donc après, on s'organise parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a des chefs de projet, on trouve les bonnes personnes, tout ça. Donc là, il y a un stress. Et puis, il y a un stress qui est lié aussi aux multi-réunions avec des contextes de pub qui sont très particuliers. Sur le Futuroscope, il fallait que j'arrive à convaincre qu'on ait l'impression de voler, alors que je montrais sur un petit écran, en sachant que ça allait être complètement immersif. Je savais très bien que je ne pouvais pas mettre un oiseau qui allait prendre la moitié de l'écran, même si sur place, ça nous prend déjà beaucoup. Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire et d'explications pour faire passer ces idées. Et après, les moments où il y a moins de prod, le stress, ça va être l'oubli, l'abandon originel. Non, mais dans ce cas-là, il faut développer ses propres projets. Donc ça peut être un peu long, mais c'est des moments aussi d'errance aussi, parce que à des moments on ne trouve pas. Et puis il y a des moments où on se bat sur plein de projets et puis il n'y a rien qui tombe. Ça arrive aussi. Moi, j'ai eu une période où je faisais de la pub et je tombais systématiquement avec Pierre Coffin dans la compète. Donc en gros, il voulait des animaux, je pense à la base, il voulait du cartoon, donc Coffin. Et puis, tiens, on va peut-être essayer quand même quelqu'un qui fait des animaux réalistes. Et donc, je perdais à chaque fois. et donc, du coup, on peut s'épuiser aussi sur ces côtés-là. Et puis, moi, au début, j'avais quand même pas mal de nuits blanches, choses comme ça, ce qui m'arrive beaucoup moins maintenant. Donc, après, on apprend aussi à gérer, à se faire entourer et à pas tout faire, à savoir déléguer. Ça, c'est pas évident aussi. Bonjour. Est-ce que vous comptez faire un long métrage avec vos animaux et votre ton surréaliste ? Alors,
Alors ça, on le demande. C'est vrai que... par exemple, quand j'avais été voir, quand j'ai vu Chris Melandri, par exemple, où il m'a dit de pitcher un long métrage, moi, j'étais pas du tout dans ma tête, ça me paraissait un Everest, quoi. Donc je n'imaginais pas du tout que ce soit possible. J'ai besoin d'y aller par étapes. Et déjà, Athleticus, mine de rien, chaque saison, c'est 1 heure. Donc peut-être que ça mûrit un peu plus comme ça, mais il faut savoir qu'un long métrage, c'est beaucoup de temps de sa vie, c'est au moins 5 ans, qu'il y a beaucoup de gens à emmener avec soi. Et puis, moi, ce qui m'angoisse avec le long métrage, c'est que j'ai l'impression que souvent, la demi-journée de la première exploitation, on sait s'il va marcher ou pas. Donc si, par exemple, il fait beau, il fait moche, il y a un attentat ou je sais pas quoi, le film peut marcher ou pas. Et très vite, il sort de la salle. Donc c'est assez angoissant. Je connais d'autres réalisateurs qui ont sorti, je pense à un Zambilenium ou ce genre de film. Ça peut être très dur quand même. C'est-à-dire de travailler aussi longtemps sur quelque chose qui ne reçoit pas le public qu'on espérait. Voilà. Après, moi je me dis, si je fais partie un peu du paysage et si je développe un univers qui est cohérent, peut-être qu'à un moment ça arrivera là-dessus. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas dans les cartons un projet où je me dis, voilà, c'est l'escargot qui danse, je vais pouvoir bosser 6 ans dessus. Parce que là, les escargots qui dansent, c'est depuis 6 ans que je l'avais en tête. Entre les prods, je travaillais ou le soir, et je pense que sur une logique de long métrage, il faut vraiment que quand on sent il faut sentir que la bonne idée, si on tire le fil, il ne va pas tomber direct, qu'il y a toute une pelote derrière et que ça va se développer. Et donc ça, il faut vraiment être sûr de soi, je pense. En tous les cas, moi, ce que je retiens, c'est que si on veut voir le long métrage, il faut tous lui demander. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là-bas. Bonjour. Je rebondis sur ce que tu disais. Du coup, tes projets actuels ou en devenir, c'est quoi exactement? Alors, là, je suis en pleine écriture d'Athleticus 3. C'est une saison qui va se passer... c'est tout ce qui est sport urbain. Donc, ça va en plus se rapprocher de nous. Et il y a 2 nouveaux animaux. Comme ça, c'est exclusivité. 2 nouveaux animaux, c'est un éléphanto et un girafon. Donc du coup, c'est la question de la parentalité aussi qui est derrière. Et puis justement, c'est pas pour créer une impression d'Arche de Noé. Du coup, il y a un côté un tout petit peu plus familial qui va arriver. Et je vais essayer de ne pas descendre la cible quand même. Ça reste adulte et familial. Mais voilà, donc là, je suis en pleine écriture de ça. J'ai une grosse série que je suis sur les nouvelles mobilités avec... une tortue sur un skate, un éléphant sur une gyrowheel, et puis des animaux comme ça qui dans une ville un peu 2.0 qui vont être embêtés par des gibbons sur roller quad. Bon, voilà. Et ça, c'est avec Cube ou Alors ça, c'est avec Cube, mais l'idée c'est que je suis maintenant que Xilam, je ne sais pas si vous voyez tout ce qui est Xilam, oui. Mais ils sont à l'international et du coup ils sont c'est un partenaire privilégié maintenant. Ils rachètent une partie de la boîte, une grosse partie. Donc du coup, je travaille aussi avec eux et avec des partenaires plus internationaux sur une série qui est du 78x7, donc beaucoup plus ambitieuse qu'Athleticus. Et il y a un autre projet qui me tient à cœur. Pour l'instant, ça a l'air de bien prendre, mais il faut voir. C'est un carnaval des animaux, Camille Saint-Saëns. Je ne sais pas si vous voyez tous ce qu'est le carnaval des animaux. En fait, c'est ultra connu. En fait, c'est une série de 14 morceaux. Par exemple, à chaque fois que à chaque début de Cannes, il y a un morceau, à chaque ouverture de film, c'est l'aquarium du carnaval des animaux. Il y a le cygne qui est très connu. Je suis sûr qu'on l'a tous en tête plus ou moins, parce que dans des pubs, dans plein de choses, on les a entendus. Et à chaque fois, ça parle d'un animal. Et là, on m'a demandé de travailler sur ça. Et du coup, je vais utiliser mes animaux, donc encore A8. Je vais utiliser mes animaux comme une troupe qui va jouer d'autres animaux. Donc voilà. C'est un peu l'idée, par exemple, un éléphant aquatique pour parler des poissons, ce genre de choses. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, mais j'en profite pour peut-être te demander si, comme on est dans une journée, les pros parlent aux futurs pros, est-ce que tu as des conseils pour ces jeunes étudiants qui vont affronter bientôt le marché du travail? Qu'est-ce que ce serait les conseils. Déjà, j'ai l'impression que les parcours des gens sont très différents les uns des autres. Alors c'est ça qui est un peu difficile. Il y a des gens qui vont être pris. Moi, je dis, j'ai eu de la chance de ne pas avoir trouvé de boulot trop vite, parce que si j'avais trouvé du boulot tout de suite chez Buff, j'aurais été un graphiste lambda, en plus pas forcément hyper talentueux, au sein d'une production de long métrage, voilà.
Et j'ai eu cette chance-là qui a fait que j'ai pu développer un court-métrage et du coup me développer en tant qu'auteur. Je ne sais pas si la trajectoire était la même si j'avais été très vite dans un studio. Donc, et puis il y a pas mal d'histoires de gens qui sont très talentueux, qui font un super film de fin d'études par exemple, et qui du coup sont récupérés par les studios, ils vont travailler sur des super productions américaines, tout ça, et ils vont jamais se développer en tant qu'auteur. Alors est-ce que ça aurait fait des bons auteurs ? Peut-être, mais voilà, ça c'est aussi intéressant à voir. Je dis pas qu'il faut faire un mauvais film, hein, surtout à l'IM, il faut travailler bien mais c'est juste que les trajectoires sont différentes et puis à des moments sûrement se poser des questions sur est-ce que je suis bien là où je suis, est-ce qu'on a un statut intermittent qui est très intéressant, qui permet aussi peut-être de refuser un projet une fois, de se laisser du temps pour soi, développer quelque chose qui nous ressemble et de retourner à la charge avec autre chose. Voilà, ça c'est peut-être une possibilité. Alors c'est souvent angoissant, hein, parce que les moments où on n'a pas de boulot, on se dit ça paraît long, quoi. Mais voilà. Et ça c'est vrai pour tous les métiers, je pense. Même un développeur peut très bien, il est dans un type de travail et il a envie de s'arrêter un petit peu pour développer, par exemple avec d'autres, un jeu, j'en sais pas, je dis une bêtise, mais ou autre chose, et du coup ça va faire changer aussi sa carrière vers quelque chose qui lui botte vraiment. De toute façon ça c'est intéressant pour la personne et c'est intéressant pour la boîte parce que du coup si les gens sont contents de faire ce qu'ils font, je pense qu'ils bossent mieux. Et du coup, toi, pardon, hein, mais en tant que senior maintenant, est-ce que tu regardes encore ce que font les petits, enfin ce que tu regardes, les petits jeunes arriver sur le marché? Est-ce que tu te sens l'âme d'un parrain ou je ne sais pas comment on appellerait ça? Ouais, bah alors oui et non. C'est-à-dire que j'en voyais plus avant, parce qu'après il y a la vie qui fait que la vie familiale et autres, et déjà on a un boulot qui est très prenant, donc je peux pas forcément tout voir. Après, je fais des jurys d'école, je viens voir aussi comme ici, par exemple, si quelqu'un veut me montrer un truc, moi, il n'y a pas de souci. Et puis après, comme on travaille avec les chefs de projet et qu'il y a des bandes démos qui arrivent et qu'on regarde les bandes démos pour se dire tiens, cette personne-là, elle serait bien, du coup, ça permet de voir les choses. Mais il y a tellement d'écoles en France maintenant que c'est vrai que j'ai perdu un peu l'acuité du début. Ça, c'est la vieillesse. J'ai vu que du coup, vous aviez récupéré les images du bouquin. Il y en a d'autres à montrer? Oui, alors je montre vite fait. Hein, c'est un peu pour dire que... alors moi, quand je travaille... Alors je ne sais pas si on voit là. Non, je ne l'ai pas mis là, c'est dommage. Mais en fait, j'ai des petits carnets de croquis que je travaille dans le métro. Je pourrais vous montrer si ça vous amuse. Je travaille des tout petits carnets de croquis. Je fais des boards ou des pré-boards souvent dans le métro, ça permet je trouve que je travaille mieux que devant un ordinateur parce que je me laisse pas distraire par internet. Si par exemple j'ai besoin de faire une chaise, je vais pas chercher un modèle de chaise sur internet, je dessine ce que je pense et c'est plus rapide et puis je vais pas zoomer pour faire un truc bien. Donc j'aime bien encore travailler sur papier et souvent les idées viennent par rapport à des petits crobards. Donc par exemple là les tortues qui font un mur pour le foot, ça peut arriver que ce soit des petits dessins comme ça qui vont définir le film à venir. Même quand je travaille en scénario, souvent on discute et puis en même temps je dessine et puis je lui envoie les images, ah ouais ça marche pas. Et du coup sur le travail du livre, c'est un travail d'arrêt sur image et finalement ça se rapproche de ce travail initial. Donc par exemple la girafe, je sais pas si je l'ai là, la girafe sur sa poutre, c'était un dessin au début et pris dans le film, ça passe très vite, on se raconte des choses différemment suivant qu'on est sur une image fixe comme ça ou sur un film, donc ça permet c'est intéressant. Et puis ce bouquin, c'est un beau bouquin. Je suis en train de le vendre. Mais moi je confirme, je l'ai acheté et il est vraiment très beau. J'en profite pour signaler que Nicolas sera demain au Forum des images, donc dans le cadre de Carrefour du cinéma d'animation, l'après-midi. Ouais, je parlerai plus d'Athleticus, mais je parlerai encore peut-être des films qui ont permis d'arriver jusque-là. Mais et là, peut-être que Dimitri sera rétabli et viendra, et peut-être qu'il aura aussi des bouquins, on ne sait pas. En tous les cas, ça tombe pendant le job dating du RECA, mais comme vous aurez du temps entre les entretiens, n'hésitez pas à faire un petit coucou en passant, à écouter peut-être d'autres choses. Ou si des questions vous viennent pendant la nuit, et vous dites « Ah zut, j'aurais bien aimé savoir ça, et j'ai oublié de demander », et voilà, vous aurez une séance de rattrapage demain.
Merci vraiment Nicolas, et pour ceux qui veulent continuer d'avoir de ces nouvelles cubes. Et demain, j'ai un site internet qui est assez facile à regarder. Voilà, nicolas-deveau.com. Effectivement. Voilà. Merci à tous d'avoir fait l'effort de venir. Merci à IIM de nous avoir accueillis. Et à demain pour certains et à bientôt pour les autres.